Vous regardez la Fondation Maloa Télévision. Bonsoir chez vous et bienvenue dans cette grande édition du journal. Il est avec nous et on va partager ces plateaux, madame, messieurs, avec notre invité, Fortunat Nduita, et notre invité de ce soir, analyste politique, avec qui nous allons débattre la question concernant la table ronde sur l'état du siège, mais notamment aussi l'état d'avancement de travaux. Bonsoir, Fortunat Nduita. Bonsoir, monsieur Elvis. Encore une fois, bienvenue dans cette grande édition du journal. Je vous remercie. Les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante séjournent dans les Grands Katanga depuis ce mardi. Madame Patricia Ntseya Etsalé conscientisait les agents de BRTC dans la province pour une meilleure prestation pendant l'opération de réception de candidatures. Ruth Dinonzei et Torres Satibou pour le reportage. Lors de cette séance de travail avec les cadres et agents de l'antenne de la CENI dans la ville de Likasi, le rapporteur de la centrale électorale a suffisamment donné des orientations sur les questions des procédures pour l'opération de réception et de traitement des candidatures à la députation provinciale et aux élections municipales. Ce, après que des questions liées aux difficultés rencontrées et l'état d'avancement de la réception et le traitement des candidatures aient été soulevés. Il était de notre devoir de venir non seulement encourager le BRTC Likasi, mais aussi échanger avec eux sur certaines options à prendre pendant cette période de dépôt des candidatures pour la députation provinciale et le conseil communal. Rappelons que Mme Patricia Ntseya va poursuivre cette tournée dans les provinces de Tanganyika et celle de Olomami, où elle va également superviser l'opération de réception et de traitement des candidatures à la députation provinciale et au municipal. Après les lancements de la table ronde sur l'état du siège, le président de la République a donné les nouvelles orientations au Parlement pour mettre fin à cette insécurité grandissante à l'Est. Dani Chamala, analyste politique, pense que le chef de l'État reste dans sa logique de mettre fin à la guerre de l'Est, propos recueillis par Alain Goma et Enoch Mafouka. Le chef de l'État, lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême, il a rencontré des difficultés sur le plan sécuritaire. C'est que l'Est de la République démocratique du Congo avait plusieurs groupes armés qui ne faisaient qu'endayer la population congolaise. Parmi les solutions, dans les recherches de solutions, on a trouvé qu'il fallait de ce côté-là installer d'abord l'état de siège pour essayer de diminuer tant soit peu l'insécurité et résoudre aussi définitivement la question de l'insécurité dans cette partie de notre territoire. Les gens n'ont pas compris quand le chef de l'État dit que c'est un régime qui n'a pas vocation à s'éterniser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déclarer ou proclamer l'état de siège pour toujours dans ces coins-là. Parce que nous sommes dans un pays qui se veut être état de droit, un état, la République démocratique du Congo. Nous devons évoluer dans un régime démocratique tel que nous le voulons. Nous devons avoir des autorités qui dirigent même les provinces, que ce soit des autorités élues par la population. Mais dans l'état de siège, ce sont des autorités nommées par le président de la République et surtout ces autorités-là sont des autorités militaires. Vous comprenez un peu? Donc des gens qui sont à même de faire la guerre, des gens qui sont à même d'arrêter, de faire tout ce qu'il faut faire. Maintenant, il veut à ce que ce coin de la République démocratique du Congo puisse retrouver aussi les principes démocratiques. Ce n'est pas pour dire que c'est un aveu d'échec. Il ne dit pas que cet état de siège a échoué, mais il dit que ça ne doit pas rester éternellement état de siège. Nous devons maintenant prendre des précautions pour consolider ce que l'état de siège a fait comme travail et laisser maintenant la population et les civils continuer à exercer leurs droits. Le ministère public a présenté son réquisitoire auprès de la Cour de cassation pour 3 ans de prison ferme contre Jean-Marc Abound. C'était lors de l'audience foraine tenue ce lundi 14 août 2023 à la prison centrale de Makala. Suivez. À l'audience foraine tenue ce lundi 14 août 2023 à la prison centrale de Makala, le ministère public a requis 3 ans de prison contre Jean-Marc Abound dans l'affaire l'opposant en ces derniers pour 12 chefs d'accusation dont l'outrage envers le Parlement, le gouvernement et la République, l'offense contre les chefs de l'État et la propagation de fausses rumeurs. Par ailleurs, l'arrêt de la Cour de cassation dans ce dossier est attendu pour le 6 septembre prochain. Entre-temps, les militants de son parti et ses avocats continuent
continue à clamer son innocence et réclamer son acquittement. Pour rappel, Jean-Marc Kabound a été arrêté depuis le 9 août 2022 après son audition au parquet près la Cour de cassation pour des propos qualifiés d'injurier de nature à alarmer la population et à porter atteinte à l'honneur dû aux institutions publiques et à la dignité du chef de l'État au cours de son point de presse. Au chapitre l'état du siège, à qui profiterait cette levée imminente de l'état du siège en Ituri et au Nord Kivu, puisqu'il en faut? Ne serait pas un cadeau empoisonné? Cette réflexion de Jeff Bamba, analyste société civile, et cette réflexion à haute voix se laisse entendre un interrogatoire sur l'avenir de la partie Est de la République démocratique du Congo sur le plan administratif, politique et juridique. Suivez. La question de la levée de l'état de siège n'est juste que quelque chose de déjà acquis. Et que ce qu'il fallait maintenant, ou c'est à quoi il fallait maintenant penser, c'est l'après-levée des sièges. Avant ou après l'état de siège n'est pas meilleur qu'avant l'état de siège. Le nombre de morts qu'on a connus pendant l'état de siège est extrêmement, largement plus élevé que le nombre de morts qu'on avait de nôtres avant l'état de siège. Notre territoire national, avant l'état de siège, était entre nos mains. Aujourd'hui, il y a des pans entiers très importants de notre territoire national qui carrément ne nous appartient plus. Il ne faut pas accélérer parce que nous ne faisons plus de loi là-bas. C'est une administration qui est mise en place par des pays frontaliers ennemis aux nôtres, en utilisant certaines personnes, en utilisant certains groupes qu'on appellerait X, Y, Z. Mais la vérité est que ces parties de notre pays ne sont pas sous l'autorité du pouvoir de Kinshasa. Et ça, c'est un problème majeur. Les libertés qui ont été réduites dans toutes ces parties où il y a état de siège, et tout ce qui s'en est suivi, tout ce qui va avec l'état de siège, on se rend compte que finalement, ce n'était pas, ça n'a pas donné le résultat escompté. Soyons clairs ici. Nous avons soutenu l'état de siège comme une mesure d'exception, prise pour essayer d'endiguer un problème sérieux que nous connaissons jusqu'à présent, l'insécurité à l'est du pays. Mais cette mesure n'a pas donné les résultats escomptés. Il était donc temps, et nous l'avons demandé depuis de longs mois maintenant, qu'il y ait une évaluation de la chose. Quand il va y avoir levée des sièges, c'est une nouvelle ouverture qui va venir. Comprenez une chose que sans insinuer quoi que ce soit, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se faire pendant l'état de siège dans un pays. Place à présent à la question à notre invité. Encore une fois, bonsoir Fortuné Nduita. Bonsoir. Je vous présente, vous êtes analyste politique, mais aussi jeune ambitieux qui pense et a une vision, par exemple, pour la politique du pays. Est-ce que ça vous dit par rapport à ces travaux sur la table ronde de l'état du siège? Exactement, la table ronde de l'état de siège. Premièrement, merci pour votre invitation qui m'honore déjà en ce soir. La table ronde, c'est une part de la sagesse du président de la République, parce que le président de la République a voulu réunir tous ensemble pour que nous puissions réfléchir sur les avancées de l'état de siège. Il a d'ailleurs fait trois propositions que nous avions tous suivies. La première proposition était de savoir si on doit toujours continuer avec cet état de siège. La deuxième proposition, c'est est-ce qu'on doit réformuler, n'est-ce pas, l'état de siège? Et la troisième proposition, c'est est-ce que nous devons finir carrément avec l'état de siège? Alors, les invités sont là, hein, tout le monde, la société civile et les différents politiques sont en train de prendre part à cette table ronde. Nous espérons, n'est-ce pas, que les bonnes résolutions seront prises. Déjà, parce qu'aujourd'hui matin, j'ai essayé de voir ce qui se passe là-bas à l'Est. Tout le monde, au fait, les habitants du Nord Kivu et les habitants des Ituri, presque tout le monde, pratiquement tout le monde, sont en train d'accuser indirectement les dirigeants militaires qui sont au Nord Kivu et en Ituri. Disons que depuis, n'est-ce pas, cet état de siège, il n'y a rien qui n'a été fait significativement parce que les femmes sont toujours violées, le bien d'autrui sont toujours saccagés. Donc, au fait, les mêmes conditions qui étaient avant, ce sont les mêmes conditions qui sont maintenant. Alors, quid? Est-ce qu'on va continuer toujours avec l'état des sièges où il faut réformuler, ou il faut carrément cesser avec l'état des sièges? Et moi, je pense que nous attendons les bonnes résolutions qui seront prises après
cette table ronde. Malgré que les décisions seront essentiellement décidées après les discussions de toutes les parties prenantes à cette table ronde, pensez-vous, est-ce que vous êtes d'avis qu'aujourd'hui, comme la plupart de la population de cette partie, qui pense aussi qu'on doit impérativement lever cet état de siège, vous aussi vous êtes d'avis? Bon, dire que je suis d'avis, carrément, je me réserve en tout cas, parce que de ces côtés-là, je ne vis pas là-bas. Ce sont la population qui sont là-bas, n'est-ce pas, qui sont en train de palper ce qui se passe là-bas. À distance ce qui se passe. Exactement, en train de regarder à distance, je dirais, je prends part de la population. Ils sont d'avis que l'état des sièges soit levé. Alors, je suis d'avis avec eux. Entre parenthèses, hein, donc sous réserve, je suis d'avis avec eux que l'état des sièges sont levés. Alors, j'ai suivi les propos de Bamba qui dit, est-ce que ça ne va pas se profiter au fait, ça ne sera pas au profit. Qui profiterait réellement exactement d'une part au fait de certaines personnalités. Alors moi je suis en train de me poser cette question et je suis en train de faire appel à la sagesse du président de la République, n'est-ce pas, de bien prendre la résolution. Est-ce que si l'état des sièges aujourd'hui est levé, il n'y aura pas de massacre comme il y a eu auparavant? À qui profiterait la levée de l'état des sièges? Donc, si nous nous basons seulement à ces questions-là, je crois bien qu'une bonne résolution sera prise. Parce que la nuance de cette réflexion à haute voix s'est fait aussi entendre qu'on ne pouvait pas actuellement lever imminemment, plutôt faire la levée imminente de cet état de siège, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont aussi ou qui restent en sursis pour le traitement. Par exemple, la justice militaire et la justice civile devaient remplacer cette justice. Il y a des dossiers aussi que la justice civile devait essentiellement faire la poursuite, mais en ces moments où nous parlons, c'est la partie ou encore l'administration militaire qui a pris la gestion de la province. Est-ce que ce serait facile par rapport à cette histoire? Est-ce que ce n'est pas une manière de préparer quelque chose pour que quand l'état des sièges serait levé, qu'il y ait essentiellement un regret après pour la population? Je veux me diviser en trois parties. La première partie, c'est que ce sont des argumentaires de gens. Donc chacune de personnes est en train de pousser sa réflexion. Et quel est votre argumentaire? Ma réflexion serait de faire d'abord un état de lieu de ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'il y a eu avancé ou non? S'il y a eu des avancées, on maintient l'état des sièges. S'il n'y a pas eu des avancées, alors là maintenant, ça va nous solder au fait à deux propositions. Est-ce qu'on doit reformuler l'état des sièges? S'il faut reformuler l'état des sièges pour que ça devienne quoi? Est-ce que cela cadre avec l'aspect constitution? Parce que vous savez que nous sommes déjà hors constitution avec ces histoires de l'état des sièges, parce que la constitution nous ouvre une brèche de 30 jours. qu'on peut toutefois prolonger de 15-15, mais ce qui n'est pas fait au fait. Nous sommes déjà en dehors de la Constitution. Alors, on doit rester dans le norme de la Constitution. S'il faudra réformuler, qu'est dit la Constitution dans ce sens-là? Est-ce qu'il faut carrément lever? Alors, moi, je vois qu'il y aura un petit danger si on lève l'état des sièges. Donc, le danger serait, parce que tu as dit qu'il y a beaucoup de dossiers qui ne sont pas finis. Alors, il a fallu laisser un laps de temps, n'est-ce pas, aux gens qui sont en train de diriger, je vais dire les gouverneurs militaires, liquider les affaires courantes. Et lorsqu'ils seront prêts, ils vont faire maintenant, n'est-ce pas, soit nous allons tomber carrément à la réformulation pour faire la remise et reprise calmement. Et les gens qui viendront pour la poursuite des dossiers doivent avoir la maîtrise au fait des dossiers antérieurs, parce qu'ils ne doivent pas venir du coup, sinon ça va faire tomber ces côtés-là dans un béant. La population fustige aussi, notamment depuis quelques temps, la manière la plus abusive de la gouvernance militaire par rapport à la gouvernance civile, pour dire que le militaire font des choses à leur manière, mais notamment même le paiement de certaines taxes qui n'arrivent pas essentiellement à accommoder par rapport à la logique des choses, mais notamment aussi par rapport aux aspects juridiques, je ne sais moi dire judiciaires. Et quelle appréhension avez-vous? Mais sinon, je veux aussi ajouter peut-être avec cette question, ne pensez-vous pas que la prorogation de l'état de siège est une violation? Entre deux questions, vous pouvez répondre directement. Bon, je vais commencer par la première. Déjà, j'ai aussi suivi ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, exemple, il y a beaucoup de détournements qui ont été constatés. Exact. Alors, là, ça relève maintenant la compétence de l'IGF d'auditer. On doit auditer, n'est-ce pas, comment les pays a été géré, ce coin de la République a été géré pendant cet état des sièges, pour dégager la lumière, n'est-ce pas, de ce qui n'a pas bien marché. Ce que j'ai encore suivi, c'est qu'il y a eu beaucoup de restrictions, telles que il n'y a pas vraiment eu la liberté d'expression. Il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu critiquer l'état des sièges, qui ont pu critiquer la gestion de gouverneurs militaires. Et tous ces cas-là doivent être revus par
la table ronde au fait pour voir comment libérer ces gens-là, s'ils avaient bien sûr raison sur ce qu'ils étaient en train de faire comme réclamation, et faire l'audit des finances générales. Voilà ce que je peux dire. Alors la prorogation, moi personnellement, je suis clair, je ne suis pas pour la prorogation de l'état de siège. Raison pour laquelle je suis en train de dire, je suis en train de réfléchir s'il faut reformuler, n'est-ce pas, cet état des sièges. Alors s'il faut reformuler, comment le cadrer avec la Constitution. Je crois bien que c'est une question très technique qu'il faudra bien pousser la réflexion. En même temps, vous suggérez qu'il y ait la patrouille ou encore l'enquête de l'IGF pour démanteler tout ce qui a été notamment géré autrement ou encore dans la poche des individus. Exactement, c'est ce que je suis en train de suggérer. Je veux vous retenir encore une fois, Fortuna Nduita, en entendant autre chose. À présent, parlons de la pénurie d'eau dans certains coins de la capitale, dans la commune de Kinsenso, par exemple. Les habitants des quartiers Mbuku dénoncent l'abandon de la régie des eaux au sujet de leur calvaire, de manque d'eau, criant pour seul refuge, c'est l'eau de forage. Un reportage de Pierre Kouloumissa et Rabi Fouka. La FM Télévision a été honorée ce mardi par la visite du directeur général de Bleussat, M. Ibrahim, qui a tenu à palper le doigt les conditions de travail dans cette chaîne de télévision moderne Fondation Maloua, dont l'initiateur est Maître Billy Maloua Cléophas. C'est Fifi Kalungwe et Florent Okita pour le reportage. Il s'attendait à autre chose. Sur place, il a vécu autre chose. Le patron de Bleussat, M. Ibrahim, a sillonné les différents bureaux qu'abrite la chaîne de télévision numérique et FM Télévision. De la réception, en passant par la salle de montage, le bureau des programmes et de la production, via la coordination pour la direction générale, puis la salle de rédaction, la direction des sports, le secrétariat, la salle des maquillages et autres pièces, jusqu'à chuter au plateau moderne de la Fondation Maloua Télévision. Dans sa ronde, le numéro 1 de Bleussat était comblé de joie. Waouh, c'était là l'expression de son cœur. Les partenaires de la FM Télévision s'est réellement rendu compte que ses yeux ne lui ont pas trompé. Monsieur Ibrahim a tout de suite jugé bon de prendre pour modèle de référence la télévision numérique FM Télévision. Le patron de Bleussat est allé loin jusqu'à capturer quelques photos du plateau à l'aide de son téléphone. Dans sa bouche, les mots d'encouragement et de félicitations à l'initiateur de la Fondation Maloua Télévision, je cite Maître Maloua Billy Cléophas, pour son implication et sa détermination pour la création de cette œuvre beau à voir. Je suis vraiment fier. Je disais au papa que vraiment d'avoir une chaîne comme ça ici au Congo, elle doit être fière de cette chaîne, elle doit être fière avec son équipe, qu'elle travaille avec lui, parce que bien sûr, sans vous, il ne peut pas être où il est maintenant. Nous sommes très contents d'avoir un partenaire comme FM Télévision. Nous sommes depuis, ça fait 2 ans ou 3 ans, je pense, ensemble. Nous sommes contents. Vraiment, pas de mots. Plus rien à ajouter ou encore à retrancher car tout va bien, a conclu M. Ibrahim à la fin de sa ronde à la chaîne de télévision et FM Télévision. Chapeau bas à l'initiateur de cette chaîne de télévision moderne, Maître Maloua Billy Cléophas. Je reviens avec vous, Fortuna Nduita. Parlons de l'IGF. Vous avez suggéré qu'il y ait l'inspection et la patrouille dans la partie Est juste après la levée de l'état du siège pour démanteler certaines malversations. Est-ce que vous suggérez également que cet état de choses s'efface selon vous? Exactement, c'est ce que je suis en train de dire, parce que on a vu ce que l'IGF est en train de faire ici à Kinshasa. Il y a eu des avancées. Exemple, j'ai eu le temps de sillonner la ville. J'étais à Zando, j'ai vu ce qui s'est passé à Zando, c'est louable. J'ai vu la route Sekomaf, j'ai vu la route Kimouinza et consort, donc c'est vraiment louable. En fait, l'objectif ici, ce n'est pas de prendre les gens pour les jeter en prison, non. L'IGF n'a pas besoin de faire arrêter des gens, mais l'IGF a juste besoin de cadrer avec la vision du chef de l'État, qui est le développement du pays. C'est ça, au fait, il est en train de pousser les gens à mieux travailler. Alors, l'audit de la gestion ne serait pas de condamner de personnes ou de transférer les gens au parquet, mais ça serait seulement de voir la traçabilité, n'est-ce pas, financière. Comment, en fait, les finances publiques ont été gérées là-bas. Donc, c'est ça l'audit de l'IGF, c'est ce que moi je suggère que l'IGF puisse faire là-bas.
Est-ce Voilà. que seulement le simple fait de pouvoir voir l'état d'avancement des travaux ici à Kinshasa ou encore regarder ce qui pourrait se faire comme votre suggestion s'est dit, est-ce que cela serait une manière de prouver à suffisance la capacité du chef de l'État à pouvoir bien sauvegarder le pouvoir peut-être pour un prochain mandat, ou encore l'IGF serait en train de faire un travail pour réitérer essentiellement cette confiance au chef de l'État pour ce qui concerne le bien public? La réflexion ici n'est pas au prochain mandat. Sinon, on va parler de la propagande directement. En fait, la réflexion ici, c'est le développement du pays. Nous sommes tous Congolais, nous voulons le développement du pays. Alors, parlons de la confiance, bien sûr. Parce que c'est ce qui fera en sorte que le chef de l'État ait un second mandat. Vous le savez, que Gilles Alinguete n'a plus, si je veux, excusez-moi pour le mot, n'a plus rien à prouver parce qu'il a tout prouvé. Il a de l'expérience et il a y à travailler pendant au moins 4 ans, n'est-ce pas? Et il a fait un travail louable. Est-ce que c'est une preuve à suffisance? Déjà, pour atteindre le chef de l'État, nos populations, nous avons confiance en lui. Et si vous essayez de sillonner la ville, vous allez voir que tout le monde est en train de louer, n'est-ce pas, ce que Gilles Alinguete a pu faire dans un peu de temps. Aujourd'hui, on a beaucoup d'avancées. Je vous ai parlé des Andos, je vous ai parlé de la route Sekomaf, je vous ai parlé de tant de travaux qui sont en train de se passer. Et il y a moins de détournements maintenant parce que là, j'ai suivi la communication de l'IGF au fait la fois passée, qui est en train de louer, n'est-ce pas, le mandataire public pour dire que maintenant nous ne pouvons plus parler des canards boiteux. Donc si on parlera de ça, ça serait peut-être timidement des canards boiteux. Pourquoi? Parce que la gestion de la chose publique est maintenant améliorée. Alors pourquoi pas faire la gestion, l'audit de là-bas, n'est-ce pas? Ça ne serait pas pour que le président ait confiance, parce que le président a déjà fait confiance, l'effet déjà de nommer une personne à la tête de l'IGF. On ne prendra pas n'importe qui, on ne ramassera pas les gens dans la rue, donc ce sera quelqu'un de confiance, qui a de l'expérience et qui saura atteindre l'objectif. En parlant des canards boiteux, Fortune Onduit avait nous faire comprendre, croire que aujourd'hui à l'IGF on ne peut plus parler des détourneurs, c'est ça? Aujourd'hui à l'IGF, je n'ai pas dit. Public. Non, je n'ai pas dit qu'on ne peut plus parler des détourneurs. S'il y a le détournement, il y a des détournements de fonds, mais pas plus comme avant. En fait, avant, lorsque l'IGF, Gilles Alinguete avait commencé le travail, il y avait beaucoup de dénonciations de détournement de fonds. Comme maintenant là, donc on dira que le travail s'est amélioré grâce à monsieur Gilles Alinguete, si je peux le dire. Si le travail est amélioré, c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez un dernier mot, monsieur Fortune Onduit? Le dernier mot, c'est mes total soutien au fait au président de la République, parce qu'il a pu bien gérer et un mandat très positif auquel nous lui renouvelons et partageons notre confiance. Et totalement aussi à monsieur Gilles Alinguete qui est en train de faire un très bon travail. Pourquoi pas les féliciter? Et si vous le dites, merci, c'est par cette note que nous sommes tentés et émouvés d'ailleurs vous dire merci pour votre passage dans la grande édition du journal. Je vous en prie. Madame, et c'est par cette note que nous bouclons complètement cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Restez bien chez vous, vivez 100 ans, vivez 1000 ans. Surtout, n'oubliez pas que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal est terminé.